Bonjour, nous sommes le mardi 9, 10, 10, non, 9, 9 septembre 2014 et je voudrais vous parler de la façon dont mes travaux sur la psychologie remettent en question toute l'astropsychologie en fait. Parce que l'astropsychologie actuelle est une astrologie des constantes. On fait le thème astral où on a un certain signe zodiacal, peu importe, et on dit voilà, vous êtes comme ça. Et en fin de compte, mon travail vise à montrer au contraire que nous changeons, nous évoluons, nous passons par des phases, par des cycles. Et je crois que cette idée de dire à quelqu'un qu'il est à la fois ceci ou cela, alors qu'il ne l'est jamais en même temps, mais qu'il l'est successivement et alternativement, c'est pas d'un intérêt grandissime. Et d'autre part, je pense que nous sommes tous plus ou moins logés à la même enseigne, dans les grandes lignes. C'est-à-dire que quand il y a une phase dominante de solidarité, de convivialité, ça nous affecte tous, directement ou indirectement. Et quand il y a une phase dominante plutôt martienne, plutôt de compétition et plutôt d'une certaine forme d'agressivité, ça nous affecte également tous autant que nous sommes. Donc vous savez que c'est un de mes grands combats depuis quand même pas mal de temps, de lutter contre une idée d'une psychologie pérenne. En tout cas, même si cette psychologie pérenne existe, elle n'est pas du ressort de l'astrologie. Sauf dans le domaine, alors là, il y a quand même des constantes à considérer. Le fait d'être un homme ou une femme, ça, à mon avis, c'est un élément essentiel de la psychologie fondamentale. Donc c'est quelque chose qui ne varie pas tant que cela. Il y a un fond féminin ou un fond masculin, même s'il peut effectivement subir aussi des variations. Et puis il y a aussi la question plus délicate, plus sensible de la lutte des classes, c'est-à-dire il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Alors ça, c'est un problème majeur, et l'astrologie traite largement de cette rivalité entre ces deux populations, les unes qui sont dans ce que j'appelle l'altérité intérieure, c'est-à-dire sont les leaders, les chefs, les duces, les raïs, c'est-à-dire des gens qui incarnent à eux seuls toute une société, par la diversité, par la complexité même de leur fonctionnement, par l'ampleur de leur capacité, de manière générale, de leurs intérêts, face à une population en bas qui, elle, a besoin d'être beaucoup plus sectorisée, beaucoup plus taylorisée, et avec des métiers beaucoup plus spécifiques. Parce que les gens d'en haut, ils n'ont pas de métier spécifique. Être un leader, c'est pas un métier spécifique. Un leader, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine artistique, scientifique, politique, économique, etc. Il a une approche globale. Le philosophe a une approche globale. D'ailleurs, on dit souvent, dans l'Antiquité, on disait que le philosophe, c'était celui qui devait régir la cité. Et en bas, il y a plutôt une forme de caractérologie, effectivement, un peu plus spécifique. Donc, qui là aussi comporte probablement plus de limitations. Donc, si vous voulez, globalement, l'astrocyclologie, elle concerne essentiellement ceux qui sont en haut, en quelque sorte, hein, les grands. D'ailleurs, on a toujours dit que l'astrologie, au départ, s'intéressait surtout aux grands, aux rois, aux chefs. Bon. Et c'est probablement assez juste. Toujours est-il que il y a malgré tout un processus social dominant à un moment donné et qui agit sur nos comportements et qui fait que on peut avoir des comportements extrêmement différents, des directions extrêmement différentes d'une période à l'autre. Et ça obéit donc à une cyclicité qu'il faut connaître et que les astropsychologues en général ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Leur truc de transit, ceci, c'est de la poudre aux yeux, car en réalité, ils ne savent pas s'en servir, et c'est tellement compliqué, c'est tellement contradictoire, c'est tellement diversifié, que c'est une usine à gaz dont personne ne connaît vraiment le mode de fonctionnement, si tant est qu'il en est un. Voilà, donc voilà, je vous ai brossé un portrait assez global.
des phénomènes microscopiques et macroscopiques. Pour nous résumer, je dirais, et je reprendrai un peu ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Vous savez que mes vidéos sont datées, hein, donc vous pouvez aller voir ce qui s'est dit la veille ou le matin, etc. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de convivialité, de faire les choses ensemble, d'entraide, d'empathie, et que ça veut dire que les gens qui n'ont pas assez cette dimension d'empathie, d'intérêt pour l'autre, de vouloir l'aider, le comprendre, lui porter secours éventuellement, ces gens-là sont mal vus et sont répréhendés. Hein, voilà. Et ça, il faut le savoir aussi, c'est que quand il y a une phase qui est dominante, les comportements qui sont en porte-à-faux avec cette phase sont condamnés, sont sanctionnés quelque part, d'une manière ou d'une autre. Dans la vie du couple, dans la vie de l'entreprise, dans la vie du gouvernement, le manque d'empathie. Par exemple, on peut dire que les ministres qui ont fait preuve comme ça de dissidence ont fait montre d'un certain manque d'empathie. Et on dit inversement que Najat Belkacem a toujours été loyale. La loyauté, c'est aussi une forme d'empathie. Lorsque on dit que les écrits de Madame Trierweiler sont excessifs, c'est aussi une forme d'empathie par rapport au président de la République. Hein, donc il faut faire preuve d'empathie actuellement. Ça, c'est la grande clé. Montrons-nous empathiques, montrons que nous nous intéressons à l'autre concrètement, montrons que nous essayons de dépanner, de l'aider, de le seconder, et inversement, donc on est tous un peu comme ça, voilà, un peu des bisounours si on veut. Et inversement, en phase disjonctionnelle, il faut changer, comme on dit, son fusil d'épaule, et à ce moment-là, ce n'est plus l'empathie qui devient le mot-clé, le mot d'ordre, la devise, c'est au contraire une façon de montrer qu'on est le meilleur. Parce qu'en fin de compte, il y a des moments où la société a besoin de choisir le meilleur, a besoin d'une unité en haut. Et donc, il faut montrer qu'on est le personnage qui convient, le personnage le plus polyvalent, le plus capable d'englober l'ensemble des problèmes à lui tout seul. À lui tout seul. C'est-à-dire qu'il capte les choses, et donc par conséquent, il faut écraser les autres. Il faut écraser les autres tout simplement parce que il faut qu'il y ait un gagnant, que le meilleur gagne. Et là encore, si on a une attitude à ce moment-là trop empathique, trop de l'ordre du compromis, de l'ordre de l'arrangement entre les uns et les autres, eh bien là aussi ça sera sanctionné parce que ça n'est plus à l'ordre du jour. Voyez-vous, donc les comportements doivent évoluer. Et l'astrologue, quand je dis l'astrologue, c'est une façon de parler. L'astrologue pour moi c'est pas celui qui va donner une consultation, ça c'est le garagiste si vous voulez. L'astrologue c'est celui qui exprime en public, officiellement, un certain modèle astrologique dont tout le monde doit prendre connaissance. Hein. Il faut revaloriser l'image de l'astrologue. L'astrologue, c'est pas le garagiste, c'est celui qui construit des modèles. D'ailleurs, le mot modèle me fait penser à l'industrie automobile. Voilà, moi je construis des modèles, des nouveaux modèles, je fais des nouveaux designs de l'astrologie. Bon, maintenant la question de savoir comment c'est monétisé, c'est-à-dire comment ça peut rapporter, c'est dans notre problème. Mais ne réduisons pas le métier d'astrologue à la profession de celui qui consulte dans son cabinet la personne comme ça, avec des moyens artisanaux, les moyens du bord. Il faut complètement modifier l'image de marque de l'astrologie. L'astrologie ne pourra modifier son image de marque que lorsqu'on dira qu'un astrologue, c'est quelqu'un qui est un chercheur, c'est quelqu'un qui élabore des modèles, et c'est pas quelqu'un qui reçoit un petit client ou un petit patient pour régler ses problèmes.